Bonjour et bienvenue chez Stupide Action. Si vous aussi vous aimez vous griller les neurones devant des films d'action, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un sacré bloc de glace, l'iceberg qui a coulé le Titanic de Pierce Brosnan, meurt un autre jour. Si vous connaissez mes vidéos, vous savez que j'ai une légère tendance à critiquer les films de James Bond que je juge décevants. Et là, je crois que j'ai trouvé mon némésis. Meurt un autre jour, sorti en 2002 et réalisé par Lee Tamahori, est l'un des plus beaux exemples de foirade kitsch de la franchise. Alors oui, il a déjà bien mangé sur cette chaîne et sur d'autres, mais quand on le voit, on comprend pourquoi. En fait, je crois que j'aurais préféré ne pas le voir, un peu comme l'improbable voiture invisible. Simplement, au-delà des blagues faciles, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que je le trouve assez intéressant à analyser. Meurt un autre jour est la fin ratée d'une ère de James Bond pourtant universellement appréciée, puisqu'il marque la dernière apparition à l'écran de Pierce Brosnan, qui reste l'un des acteurs les plus populaires aujourd'hui si j'en crois vos témoignages sur ma chaîne. Et au risque de vous surprendre, autant le film est plutôt unanimement critiqué aujourd'hui, autant en 2002, il n'était pas perçu comme un accident industriel. En fait, il a été rentable au box-office et il a reçu des critiques plutôt positives de la part du public de l'époque. D'ailleurs, instant confession, je vais taper sur Meurt un autre jour pendant 10 minutes environ, mais je l'aimais beaucoup étant petite. En grande partie parce que, palais de glace quoi. Je veux dire, on dirait James Bond à Narnia. En interne, par contre, la réception a été plus froide, parce que la production a vite trouvé l'ensemble trop kitsch. Oh bah non, pourquoi ? Et cette petite bise a conduit au remplacement de l'acteur principal, alors que Pierce Brosnan voulait rempiler pour un 5e film. Mais alors, au-delà de la nullité apparente et des blagues polaires, l'accident était-il aussi inévitable que la fonte du palais ? On va voir ça en détail. Allez hop, tous à bord du kitesurf, on part explorer les tréfonds de la franchise. Ah, et ce soir, c'est soirée année 2000. Dégainez vos meilleures chemisettes et vos comédies musicales. On peut dire que Bond a commencé le millénaire en beauté avec Meurt un autre jour. Et pourtant, si on se replonge dans le calendrier, c'est le film de Pierce Brosnan qui a subi le plus gros hiatus, avec presque 3 ans d'attente avant d'arriver sur les écrans. Sa date de sortie en 2002 n'a pas été choisie au hasard. Meurt un autre jour est un film anniversaire pour la franchise. Non seulement il est sorti 40 ans après James Bond contre Dr No, mais en plus c'était le 20e métrage de la saga à l'époque. Et qui dit double anniversaire dit faire les choses en grand. On scoltine donc 2 heures de clin d'œil et d'hommage à la franchise qui varient du sympa au forcé. C'est-à-dire que certes, j'aime bien revoir d'anciennes inventions de Q, des parachutes Union Jack ou le bikini d'Oni Rider avec une couleur différente, mais j'aurais préféré un super scénario pour rendre hommage aux films originaux. Vous savez, ceux qui suivent James Bond face à une menace mondiale palpitante et un méchant mégalo. Au lieu de ça, les scénaristes ont forcé sur la vodka martini, ici remplacé par un mojito, y a vraiment plus rien qui va. Résultat, on suit un James qui sort de 14 mois de captivité en Corée du Nord, et croyez-moi, c'était pas un voyage 5 étoiles sur TripAdvisor. De retour au bercail, 007 est passablement énervé et se demande qui l'a trahi. Oui, comme dans GoldenEye, avant de se faire virer par sa hiérarchie. Oui, comme dans Permis de tuer et dans plein d'autres films. Remarquez, hommage, ça rime avec recyclage. Pauvre James, y a vraiment de quoi faire la tronche parce qu'en plus, il doit enquêter sur Gustav Graves, un millionnaire à la gueule de playboy qui semble trop sympa pour être vrai. Sur le papier, on est face à une aventure bondienne assez classique, mais avec un axe sur les blessures intérieures de l'agent qui aurait pu rajouter une touche d'originalité, parce qu'il n'avait pas encore été vraiment exploré à l'époque. Surtout qu'après le caméo de Madonna dans le film, James n'est plus le seul à avoir vécu un traumatisme. D'ailleurs non, je n'en parlerai pas plus que ça, il y a des images que les mots ne sauraient transcrire. Et très rapidement, on va faire face à un premier problème, peut-être le plus gros de Meurt un autre jour selon moi. Et pourtant, il y a pas mal de concurrence. Par son concept même, le film est à la fois censé être un hommage au passé de la saga et le premier métrage du nouveau millénaire. Du coup, tels les yeux de Zhao après une foirade du département maquillage, le film, il louche. Il ne sait jamais s'il veut s'inscrire dans la lignée des vieilles aventures de Bond, à la Sean Connery, Roger Moore, Martini, basse souterraine et gros cigares. Ou s'il veut être un de ces films plus modernes comme les derniers Brosnan qui s'inscrivaient littéralement dans leur époque avec la chute de l'URSS, l'importance croissante des médias et des fake news, et l'accaparement des ressources naturelles par des entreprises et syndicats terroristes pour financer leurs activités illégales. Trop fun. En plus, qui dit modernité au tournant des années 2000 dit aussi un autre truc, des effets spéciaux. À l'aube du nouveau millénaire, les VFX étaient le symbole de la modernité. Internet, les ordinateurs, le futur de demain, la bulle.
Et le résultat, ce sont des graphiques du niveau des t-shirts de Boris dans GoldenEye. Oui, vous le savez, mais le gros problème de la technologie à l'écran, c'est qu'à moins de se détacher pas mal de notre utilisation au quotidien, elle est assez vite obsolète. Et du coup, la mettre beaucoup en avant est un pari qui peut être risqué, autant lorsqu'il s'agit de l'intégrer à un scénario que de l'utiliser pour les scènes d'action. Et là, je sais que je vais avoir droit à des commentaires qui pointent du doigt ma mauvaise foi, en me disant que les satellites dans GoldenEye ressemblent à un dessin de CM2. Mais c'est bien quand même, Mathilde, t'en fais pas. Vous n'auriez pas tort, bien sûr que la grammaire filmique évolue avec le temps. Il serait donc injuste de juger un film de 2002 à l'aune de nos effets spéciaux actuels. Sauf que le problème demeure un autre jour, c'est pas son utilisation des VFX en tant que telle, mais bien sa tendance à se reposer dessus pour offrir des scènes mémorables et augmenter la valeur de production. Et ça vous paraîtra peut-être bizarre vu le résultat, mais la bouillie que vous voyez à l'écran, au départ, c'est bien un choix artistique délibéré. Non, il ne provient pas d'un mouvement radical expressionniste d'avant-garde, et non, personne n'a enfermé l'équipe en Corée du Nord, je vous promets, puisque c'est le réalisateur néo-zélandais Lee Tamahori lui-même qui a déclaré en interview qu'il considérait que l'ordinateur c'était l'avenir. Et c'est donc lui qui a poussé pour avoir le plus d'effets spéciaux possible. Je peux pas le prouver, mais je pense que Tamahori a aussi choisi les VFX pour permettre à son film de Bond de ne ressembler à aucun autre. Et en un sens, c'est réussi. Donc oui, posons ça là dès maintenant, les effets spéciaux sont dégueulasses et ils ruinent selon moi tout le troisième acte du film, lorsqu'il nous vomit des icebergs pixelisés dessus pendant que l'armure Iron Man version Wish du méchant clignote comme dans le film Spy Kids. Enfin, voyons le positif, on ne peut pas dire que tout ça ait ruiné la performance de Toby Stephens en méchant Gustav Graves, puisqu'elle était déjà en dessous du niveau de la mer. Ouais, je suis désolée, j'essaye souvent de modérer mes critiques par rapport aux acteurs, puisque je sais que la direction et la réal les contraignent parfois beaucoup. Et là, objectivement, y a rien qui va. Gustav Graves est l'un des pires méchants de la saga. Déjà parce qu'il est sous-écrit de façon criminelle, le film n'assume même pas son côté géopolitique en faisant un partisan de la Corée du Nord. Non, à la place, on récupère une version édulcorée. Graves, il veut juste contrôler le monde parce qu'il a des rêves, ok? Et moi, ça me touche. Cela dit, encore une fois, ça aurait pu passer. Après tout, il y a plein de bons méchants de Bond, et d'ailleurs, qui sont simples, voire simplistes dans leur écriture, et méchants parce que c'est plus rigolo. Sauf que, dans ce cas-là, on a besoin d'une performance d'acteur qui transforme le tout en concept marquant. Les deux meilleurs exemples, selon moi, étant Hans Gruber dans Die Hard et Owen Davian dans Mission Impossible 3. C'est simple, Stephens n'est à peu près jamais juste. Qu'il tente de camper un golden boy tête à claque ou un psychopathe sadique. Et le pire, c'est que l'acteur sait jouer, mais là clairement, les planètes n'étaient pas alignées. Et tout ça détonne d'autant plus que les autres méchants de l'ère Brosnan étaient tous de bonne facture, donc il y avait pas mal de concurrence. Bon, de toute façon, Graves est le genre de mec qui aurait perdu face à lui-même. Sa relation tendue avec son père était son seul trait distinctif sur le papier, manque de bol, le papier est un post-it. D'ailleurs, Rick Yoon, qui joue l'homme de main Zhao, option diamant incrusté, avait apparemment auditionné pour le rôle du grand méchant. Et je suis tentée de vous dire que le résultat n'aurait pas pu être tellement pire. Ah, et ne me parlez pas de cette histoire de reconstruction faciale là. Il était vachement en avance sur les masques cryogéniques, mais y a rien d'autre à tirer du Gugus. D'ailleurs, il n'est pas le seul à perdre la face, puisque chez les acteurs, c'est le grand écart. Personne ne joue dans le même film. Déjà, Pierce Brosnan paraît moins à l'aise avec un rôle peu cohérent. On a l'impression qu'il se force, notamment dans les scènes où il est censé jouer le playboy. Ce qui est quand même un comble, puisqu'on parle de sa 4e apparition à l'écran. Mais ça devient un peu plus logique quand on sait que l'acteur voulait une version plus sombre et plus âgée du personnage. Il trouvait ses aventures trop fantaisistes, il en avait ras-le-bol de jouer un super espion sympa dans des films grand public. Et bah du coup il a dû adorer la scène du kitesurf. Ensuite on a Judi Dench et Rosamund Pike dans des rôles secondaires qui tentent de sauver les murs du palais en glace avec des performances plus sombres et ancrées dans la réalité. Bon, le personnage de M est moins central ici que dans Le Monde ne suffit pas, mais on parle de Judi Dench, donc elle s'en sort toujours. Et j'en ai déjà beaucoup parlé donc je ne m'étendrai pas plus dessus, mais Rosamund Pike délivre clairement la meilleure performance du film, en jouant sur la thématique de la trahison et en jouant juste, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Bond. Seulement, la principale James Bond girl ici, c'est Halle Berry, alias Jinx, une agent de la NSA égale de Bond qui porte la poisse. Et vu le résultat, j'y crois. Ça passe. Je trouve sa performance correcte, mais je pense qu'elle souffre de la comparaison avec Rosamund Pike, et surtout avec Wei Lin, l'espionne badass campée par Michelle Yeoh dans Demain ne meurt jamais 5 ans auparavant. Cette dernière était déjà l'égale de Bond, mais en plus son actrice réalisait ses propres cascades plutôt que des ploufs en CGI. Et si Halle Berry fait globalement ce qu'elle peut avec le peu que les scénaristes ont consenti à lui filer, elle doit être sauvée par James toutes les 2 scènes, et son personnage n'a finalement rien de mémorable. Jinx, elle est juste là pour le boulot, c'est tout. Petit CDI, 9h-17h, ticket resto. On aurait presque pu la virer sans changer grand chose au scénario, c'est dire. Enfin bref, je ne sais pas si la direction d'acteur avait forcé sur le cigare cubain ou sur autre chose, mais plus personne ne sait quoi jouer, ni quand. Tel un comptable en soirée disco, meurt un autre jour et constamment écartelé entre le sérieux et le kitsch. Donc il ne trouve jamais le ton juste. Et ça le condamnait dès le départ. Parce que certes, on parle d'un scénario idiot, mais franchement, les 3 films précédents avaient aussi leurs moments qui frisaient l'improbable, voire le ridicule. Et d'habitude, le charme de Brosnan arrivait à sauver les meubles. Je pense donc que Meurt un autre jour aurait pu s'en sortir si le kitsch avait été son seul problème, même avec des effets trop spéciaux. Il aurait probablement bénéficié de la même clémence que les autres films de Pierce Brosnan avec leur côté nostalgique attachant des 90s. Sauf qu'en 2002, les années 90, c'était déjà fini. Et si on a les prémices de ce qui sera une décennie plus sombre pour les films d'action, les plans ne sont pas encore bien définis. Résultat, on se retrouve le cul entre 2 stations. C'est-à-dire qu'on passe d'un James traumatisé par sa détention à cette foutue voiture invisible. Donc Meurt un autre jour se vautre complètement lors de ces pseudo-moments d'émotion, mais il paraît aussi se prendre beaucoup trop au sérieux pour qu'on rigole de son abyssale débilité. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à faire une dangereusement vôtre. Globalement, on partait donc sur de très mauvaises bases, et selon moi, c'est d'abord à cause de ces problèmes de ton que le film a aussi mal vieilli. Et puis, de toute façon, le caméo de Madonna à lui tout seul aurait ruiné n'importe quelle scène. Oui, même dans Goldfinger. Oui, même la fin de Skyfall. Ce truc est maudit. Dans le sang, la glace et les larmes des fans, James Bond est donc rentré dans le nouveau millénaire, et est finalement reparti sur de bonnes bases dans un genre complètement différent 4 ans plus tard. Donc quelque part, quand on touche le fond de la banquise, il suffit de s'accrocher en surfant sur la vague. Et ça me donne de l'espoir pour la suite. C'est déjà la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez du film en commentaire, puisque je sais qu'il a des fans, et comme d'habitude, si ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous, sinon, incrustation de boutons à 18 carats. À bientôt pour une prochaine chronique, et jusque là, bon grillage de neurones.